Bien, mais d'abord, je tiens à vous remercier d'être aussi nombreux. Pourtant, on n'a pas prévu d'apéritif. Vous venez quand même, ça fait plaisir. Alors, donc, c'est l'association Taparao qui organise ces soirées littéraires, ces conférences qui nous permettent un petit peu de recevoir le public et de parler plus avant. Donc, l'association Taparao qui regroupe des auteurs et des illustrateurs et qui a un vaste des grands écrivains qui sont parmi nous, bien sûr. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir sur le thème du théâtre polynésien écrit par des auteurs autochtones. Et cette fois-ci, nous avons, ce sont les femmes qui vont le présenter. Tout d'abord, Valérie Gobret, qui a écrit et en français et en tahitien, qui a reçu le prix du Heiva et qui a écrit des grandes pièces de théâtre qui ont été jouées. Jean-Marc Pambrin, qui est malheureusement plus parmi nous, mais qui sera présenté par Patricia Benel, qui est actuellement sur son lit de douleur en France parce qu'elle vient d'être opérée du genou. Mais grâce à Jean-Luc, elle a pu se faire enregistrer. Donc on va pouvoir découvrir les pièces de Jean-Marc qui n'ont jamais été jouées, hélas. Ensuite, Christine Bennett, qui est une grande comédienne et un metteur en scène au conservatoire et qui va nous parler de l'œuvre de John Myray, Ta vie, roi et la loi, qui avait été présentée en 2012. Et ensuite, Titawa Porcher, qui va nous parler des 2 pièces qu'elle a écrites et qui ont été jouées. Donc, Hina, c'est ça? Hina Maui et compagnie. Et Omai. Elle jongle avec le temps et les idées et les concepts. Donc, je vous demande déjà de les applaudir pour les mettre en forme. Donc, on va commencer par Valérie, qui est née à Tahiti, hein, elle est d'ici, qui a fait ses études en France et qui a traduit Puvana Opa hein, de Bruno Sora. Elle est lauréate avec Patrick Amaru du prix Henri Hiro. Et elle a écrit plusieurs ouvrages, dont Historique de l'art oratoire, ainsi que la pièce Matari, dont tu vas nous parler. Et dans l'anthologie du théâtre océanien, tu as écrit aussi Le partage de la terre, qui est publié en français. Donc, tu vas nous parler de ces 2 pièces que tu as écrites. Et nous poserons les questions à la fin, quand tout le monde se sera exprimé. Donc, gardez bien vos petites questions pour tout à l'heure. À toi, Valérie. Yorana tout le monde. J'ai un micro qui ne porte pas, mais je n'ai pas la voix qui porte actuellement à cause d'une petite bronchite. Veuillez m'excuser par avance. Je voulais remercier avant tout l'association Taparao de nous avoir invités. Merci. Pour vous parler du théâtre, moi je parlerai du théâtre polynésien, Teauti Teatata Ataora, Naruto Itereo Tahiti en tahitien, mais aussi en français. Voilà. Tout comme il y a un théâtre français, américain ou russe, il y a de la place pour un théâtre polynésien, contemporain. Des pièces dont l'écriture et la mise en place et la mise en scène font écho aux références et au vécu polynésien et qui véhiculent des valeurs partagées. Rappelons d'ailleurs qu'autrefois, il y avait en Polynésie une vraie culture du jeu théâtral, des mimes et de la mise en scène avec les arioi. Animé par des musiciens, des danseurs et des comédiens ambulants, ce genre plus traditionnel a été remis au goût du jour par le Pupu Arioi, qui a excellé dans les années 80, avec notamment les nombreux spectacles montés par Coco Hota Hota à la Maison de la Culture, tels que Poroi, Ta'aroa, Ruahatu et bien d'autres. J'aimerais évoquer les auteurs des pièces polynésiennes en Reo Tahiti. Dans les années 70-80, Henri Hiro et Mako Tevane. Dans les années 90, John Mayday. Dans les années 2000, Thierry Bonnet et Jean-Marc Tiretuatini Pambrin. Matari et Tevahir Afinoa par moi-même. Et Patrick Araia Amaru, ainsi que Tonio Tomaru ici présent, dans des textes de théâtre intégrés au spectacle de danse professionnelle.
Ensuite, Titawa Porsche, également présente avec Maui, Hina Compagnie et Omai Maomai. Mon propos ce soir sera de vous parler de 2 pièces de théâtre que j'ai écrites et produites à la Maison de la Culture en tahitien et que j'ai publiées en français par la suite. Matari'i. Il faut replacer cette pièce dans le contexte de promotion des langues polynésiennes en 2001. Ce conte initiatique, écrit sous une forme de théâtre, a intéressé la Maison de la Culture pour la journée des langues polynésiennes. D'abord du fait qu'elle soit écrite entièrement en tahitien, mais surtout parce qu'elle comportait les formes poétiques traditionnelles en Reo Tahiti au travers des chants et des orero, des déclamations oratoires. Elle sera publiée en 2008 avec une adaptation française. Matari'i est donc une sorte de conte philosophique, à la fois une évocation des migrations polynésiennes, mais métaphoriquement un voyage initiatique à travers le thème du voyage en pirogue double, puisque le Mataura, que le dieu Matari'i demande à ses 2 fils de trouver, n'est autre que la quête des yeux sacrés. Elle prend appui sur les temps des conquêtes des îles et vont servir de support pour la conquête du Mataura, c'est-à-dire le fameux Mata, la connaissance et la sagesse sur le chemin des étoiles. Dans les 9 scènes de la pièce, 3 personnages principaux et 4 personnages secondaires vont évoluer sur la scène. Le dieu Matari'i fait convoquer ses 2 fils jumeaux et leur lance ce défi de lui rapporter le Mataura. Mais qu'est-ce que donc le Mataura? Le Graal, c'est un concept double, une ambivalence, une controverse pour les 2 frères qui ont des opinions et des réflexions divergentes de par leur naissance obscure, leur caractère et leur vision propre de la vie, dans un contexte historique ancien, au temps de la conquête des îles étoiles. Les 2 frères partent de ce fait dans leur conquête personnelle. Rautitama, dont le nom signifie le guerrier cruel, et qui signifie également Rautitama'i, la harangue de guerre, s'en va par la force et avec son armée tuer ses ennemis qu'il croise, afin de se confectionner une couronne Dieu et abandonner les corps mutilés vivants mais subissant d'atroces souffrances, et en répandant la terreur, en arrivant à extirper le mana dans les yeux de chef, le pouvoir des yeux sacrés, et ainsi offrir ses trophées avec sa flotte belliqueuse à son père. Rereatua, le second frère, tout comme son nom l'indique, est le messager de l'océan. Sa vision du Mataura est toute autre. Il a un disciple avec qui il partage ses observations. Scrute, dit-il, la mesure du temps et de l'espace. Cherche la lumière dans le noir obscur. Pour te déplacer, tes yeux sont les petits alevins qui nagent dans la natte mouvante de l'eau. Tu es une eau vivante. Les 2 ne savent pas qu'ils sont frères et mèneront leur expérience chacun de son côté. Et cette dichotomie sémantique va les mener face à face à la guerre des frères. En découvrant qu'ils sont frères, ils réaliseront la nécessité de s'accepter et la séparation en 2 saisons dans l'année seront Matari'i Ni'a et Matari'i Raro. Mais écrire un texte au théâtre est une chose, le mettre en scène en est une autre. Cette double articulation du langage théâtral, c'est-à-dire que ce que l'on écrit, on le fait, et pour les autres personnages, et pour le public. Alors, le travail en collaboration avec le metteur en scène est primordial. Son rôle est d'interpréter les répliques en trouvant des moyens de les rendre sensibles dans le spectacle au public et dans le jeu des acteurs, dans le choix de la scène, du décor et des lumières. J'ai eu recours à M. Philippe Soufflet, grand amateur de théâtre et enseignant de lettres, pour la mise en scène. Dans l'écriture de la pièce, le théâtre a été pour moi comme une tribune pour transmettre une parole,
des prises de position et des émotions fortes. Les protagonistes parlent fort, ils parlent haut. Chacun a une mission humaine, dire les principes de la vie. Matari, la grande âme de la voûte céleste, invite à la quête du voyage entre ciel et mer, dans l'espace des regards, des miroirs et des reflets d'eux-mêmes, à travers le voyage des mots et des visions philosophiques du langage et de la langue tahitienne. D'ailleurs, les monologues, les langues tirades, celles de Matari, me reproche le metteur en scène, sont trop longues. Avec son accord et à condition que le texte soit traduit en résumé, la communication avec le metteur en scène a été très riche pour moi, mais difficile avec les acteurs qui acceptaient difficilement de faire ce qu'ils demandaient. Dans les scènes où il y avait réréatoire, par contre, les répliques étaient moins longues. Et donc, la dramatisation, beaucoup plus facile à effectuer. Voici un extrait que j'ai choisi de vous lire, le chant final de la scène 9, qui parle de la décision de ce peuple de se sédentariser après des millénaires de vie sur le grand océan. C'est l'histoire d'un peuple des mers du Sud, en quête du soleil levant, de leurs navigations ancestrales. Il ne reste que le sanctuaire mouvant et les pirogues retournées et figées à jamais en temple de paix. Matari'i avec Teuru, l'étoile mélancolie, méré méré, et Taurua, l'étoile qui court le matin, exulte la vie jusqu'au crépuscule. Tauha, la croix du Sud, tous sont devenus des ancêtres divinisés, chamans et prêtres dompteurs, des murailles d'écume. Ils ont tressé la longue natte mouvante de liens immortels avec le couchant, afin que se tissent des généalogies sans fin avec les générations à venir, Mataura. Je peux dire que ce défi que Philippe Soufflet avait relevé, et celui-là même qui n'était pas habitué au Rero, a été un défi intéressant et un défi gagné. Donc, je remercie beaucoup Philippe Soufflet pour la mise en scène de cette pièce de théâtre. Voilà pour Matari'i. La seconde pièce se situe dans un contexte contemporain et s'intitule Tevahir Afenua. Elle a été écrite en tahitien et produite à la Maison de la Culture en 2001. Pour comprendre les dynamiques entre les personnages et les thèmes évoqués dans le texte, le contexte est important. La pièce se déroule dans la maison familiale. C'est une histoire intimiste. Un vieil homme veuf, depuis 10 ans, a pris le temps de préparer le partage de sa terre pour ses 3 fils. Le père est le personnage central, même s'il référence à sa bien-aimée qui est décédée voilà 10 ans déjà. Il convoque donc ses enfants parce qu'il sent sa fin proche. Et les échanges qu'il retrouve avec chacun d'eux vont révéler des vérités cachées et des conflits de génération. Les non-dits et les sous-entendus vont mettre à jour les rancœurs et les jalousies entre les fils. Et cette hypocrisie envers le père va monter en crescendo jusqu'au dernier tableau. Le 8e tableau, c'est celui où le père réalise que ses enfants ingrats sont indifférents, étrangers à lui et à toutes les valeurs liées à l'éducation qu'ils ont reçue, à savoir le respect pour autrui, l'honnêteté, le respect pour la terre, que surtout l'on ne vend pas. Donc le vieux en prend plein la figure. Le langage n'est plus le même. Le problème est un problème de communication, ou plutôt de connexion. Lui, il a la connexion avec les choses simples. Les autres doivent avoir le Wi-Fi pour être branchés.
Le sujet sur les relations interpersonnelles et intergénérationnelles est traité ici avec de l'humour et de la légèreté, car ce n'est pas une vision pessimiste de la société polynésienne d'aujourd'hui. C'est un problème douloureux, certes, lié à la dépossession de la terre pour de l'argent, car ce sont à la fois les pouvoirs publics qui décident d'exproprier un propriétaire et le fils aîné qui accepte l'indemnisation et signe de façon illégale l'acte de vente de la terre de son père, comportant sa maison d'habitation, qui dépossède le vieux de sa terre qu'il souhaitait garder précieusement pour la partager entre ses 3 fils. C'est un véritable drame pour le vieil homme pour qui la terre est sacrée. Et le vieux Taripo, qui était resté calme et stoïque jusqu'à la fin, fait convoquer le notaire et lui annonce sa décision d'arrêter le partage. Je cite l'expression en tahitien « fa'aoreroa » et qui signifie « on annule tout ». En 2011, la maison d'édition Au Vent des Îles m'a proposé de publier le texte dans une anthologie de théâtre océanien avec 4 autres dramaturges, dont un hawaïen, pays dans lequel énormément les autochtones minoritaires en nombre sont dépossédés de leurs terres de façon scandaleuse. Toutefois, je précise que dans le partage de la terre a un statut différent. Il n'est qu'un support. Il est le prétexte autour duquel vont s'articuler la fragilité des relations dans la société polynésienne d'aujourd'hui. Il apparaît peut-être fortement en Polynésie parce que nous sommes dans des microcosmes iliens. Il est vrai qu'il y a un côté plus théâtral et plus fort. Les rapports sont toujours tendus, fragiles, prêts à éclater et marqués par la démesure et l'excès. Un exemple, Teina, il représente le chagrin authentique, mais sa manière de l'exprimer peut être perçue comme excessive par les autres. C'est un jeune dealer de Paka, paumé et en situation d'échec. Ça, c'est le dernier fils. Imanava, le second, comme son nom l'indique, est happé par l'alcool et les femmes. Inscrit au chômage, il passe le large de son temps à zioter sa voisine sur laquelle il dévoilera ses délires fantasmatiques à son père. Haunui, l'aîné, agent administratif, égoïste et ambitieux, est censé maintenir l'harmonie et la paix dans la famille, mais finit par révéler la vérité. La maison et la terre sur lesquelles ils vivent deviendront la propriété des pouvoirs publics et le vieux, par l'intermédiaire de Haunui, recevra une forte indemnité et finira au Kappa. Les personnages sont un peu stéréotypés, mais j'ai voulu mettre en avant le ridicule des personnages comme un écho de nos propres comportements dans la vraie vie. Le texte nous invite à réfléchir sur nos capacités à gérer nos relations sans être hypocrite, à toujours faire plaisir et pousser une réflexion sur ce que sont des relations vraies et authentiques aujourd'hui et dire ce qu'on ressent vraiment et non pas feindre des sentiments que ne l'on ressent pas. Cette pièce a été jouée en tahitien au petit théâtre pour les scolaires et pour les adultes. Voilà, j'espère vous avoir donné une petite idée du théâtre polynésien écrit dans les 2 langues et de la difficulté parfois de les mettre en scène. Merci de votre écoute. Maruru. Merci beaucoup Valérie. On a le regret de ne pas avoir été présent, pour moi par exemple, pour voir ces pièces. Est-ce qu'elles sont rejouées un jour? On ne sait pas. Ça dépend des acteurs, il faut qu'il y ait des acteurs. Bon, ça peut être un beau projet. Oui, c'est un beau projet. En tout cas, merci Valérie. Et je posais à Valérie la question de la captation, parce qu'il y a eu une captation, mais du coup, il faudrait qu'on puisse remettre la main dessus et qu'on puisse retrouver, parce que une captation, c'est pas rien et ça pourrait être réutilisé, montré aux élèves. Donc voilà, c'est dommage qu'elle ne soit pas retrouvée.
Bon, on va essayer de demander qui a fait la captation et Alors, essayer de la normalement, le découvrir. ministère de la Culture avait fait une captation. Après, nous n'avons pas eu de nouvelles, non. Eh bien, donc, on va essayer, on ne peut que rêver. Alors là, maintenant, c'est Patricia Benel, donc je vous disais, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous. Alors Patricia est professeure de lettres, elle est à la retraite, elle est agrégée. Elle est aussi secrétaire de notre association et je vous assure qu'elle abat un travail formidable. Et depuis sa retraite, elle a écrit 2 recueils de poèmes aux éditions Happy Tahiti. Un recueil bilingue qui est en co-traduction avec Isidore Hiro, qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Isidore, je t'ai vu passer par là. Et le tout dernier, elle a écrit en français au début d'année. Donc elle a écrit aussi un court roman illustré pour les adolescents, qui s'appelle Le Motu. Elle écrit aussi dans PPM, Pacific Pirate, un média qui a pris la relève de la revue de Alex. Voilà, Tahiti Pacific. Merci, je me mélange les pinceaux. Et là, ce soir, elle va nous parler des œuvres de Jean-Marc Pombrin, qui a écrit plusieurs pièces de théâtre qui n'ont malheureusement jamais été jouées pour cause de désamour, on va dire ça comme ça, au niveau des instances. Donc, elle va nous parler de La Nuit des Bouches Bleues, Les Parfums du Silence et la lecture. Et on remercie Jean-Luc qui a fait une très belle vidéo. Merci Jean-Luc. Bonsoir, chers membres de Taparlant. Bonsoir, cher public. Je suis Patricia Benel et je vais vous dire quelques mots concernant le théâtre de Jean-Marc Toitini-Pombrin. Mon intervention est filmée car, hélas, je ne peux pas être parmi vous ce soir pour des raisons impératives. Je vous parle de l'œuvre théâtrale de Jean-Marc Toitini-Pombrin car j'ai travaillé un peu sur ses textes de façon non universitaire et aussi parce que c'est un ami dont j'admire le talent et à qui je voudrais rendre hommage. La plupart de ses œuvres sont actuellement introuvables, sauf par le biais des éditions Happy Tahiti, mais seront pour certaines rééditées. J'espère que vous en prendrez connaissance si ce n'est déjà fait, et j'espère surtout que ces pièces seront jouées et que vous les verrez. Auteur très prolifique, comme on vous l'a dit, Jean-Marc Toitini-Pombrin écrivit 3 pièces de théâtre très différentes les unes des autres entre 2002 et 2009, mais qui, toutes à leur façon, donnent la parole aux autochtones, exercent une forte critique du colonialisme et de ses conséquences, dont la dévalorisation de la culture polynésienne et des Polynésiens, et en particulier des femmes, et elles portent un message d'espoir. Ce sont La Nuit des Bouches Bleues, qui est illustrée par l'auteur, Les Parfums, donc édition de Tahiti 2002, Les Parfums du Silence, d'abord édité sous le nom d'Étienne Aouroa aux éditions Le Motu 2003, puis sous le nom de l'auteur, premier prix au Salon du Livre Insulaire d'Ouessant 2004, et La Lecture, édition Le Motu 2009. La Nuit des Bouches Bleues, c'est une pièce en un acte, écrite en octosyllabes, vers de l'épopée, avec des parties chantées et des incantations qui relèvent du registre merveilleux, puisque l'action se passe de nos jours, mais que les 2 personnages principaux sont des esprits qui ont vécu 5 siècles auparavant. L'esprit d'un fier guerrier de Raiatea et l'esprit d'une fée brûlée à l'époque comme sorcière dans la forêt de Brocéliande en Bretagne. Le rêve joue aussi un rôle très important de révélateur dans la pièce. Le lieu, quelque part dans le monde, dans la chambre d'une femme en tout début de grossesse, qui va s'endormir et être initiée par les 2 esprits, elle va connaître le nom de son fils par un rêve, et ne se réveiller qu'à la fin de la pièce, avant le retour sur la scène des 2 esprits. Cette pièce a donc une portée très universelle, et d'ailleurs toutes les formes de colonialisme et d'intolérance y sont condamnées. 4 personnages, l'esprit de Ruatini, le guerrier venu de Opoa à Raiatea, l'esprit de la fée de l'eau venu de Brocéliande, la femme endormie et le cœur, qui, comme dans le théâtre grec, représente l'opinion générale. Les 2 personnages principaux sont une sorte de double l'un de l'autre, et on pourrait dire, en termes jungiens, que la fée de l'eau est l'anima du guerrier Ruatini, car ils ont un lien très fort, un lien magique,
puisque l'esprit d'un des deux jumeaux de Ruatini s'est incarné dans le corps du fils de la fée de l'eau qu'elle a cru mort à la naissance car il était ensorcelé, et que chacun connaît des secrets sur l'autre qu'il va révéler à l'autre. Et la fée de l'eau va aider Ruatini à comprendre ce qu'il est venu faire ici et à prendre sa décision de se réincarner dans le corps de la jeune femme endormie, qui est d'ailleurs sa descendante. Dans la pièce, Ruatini est désigné par le pronom lui et la fée de l'eau par le pronom elle. Leurs origines correspondent à celles de l'auteur, puisque le papa de Jean-Marc Terek-Toitini-Pambrin était un Polynésien de Raiatea, qui n'était pas un guerrier, mais qui luttait pour sa culture, et que sa maman avait des origines bretonnes. Les esprits dialoguent sans cesse et voyagent dans le temps. Toutes les formes d'oppression et de colonialisme sont condamnées par les deux protagonistes. Il est question des débuts de Rome conquérante d'une partie du monde, de la colonisation féroce des deux Amériques, de l'esclavage, de leur propre colonisation évidemment. Des propos de Ruatini qui vénère sa mère, la terre, condamnent aussi les méfaits des humains dits civilisés qui polluent et détruisent la nature et les animaux, et dénoncent le rôle des religions prosélytes qui développent l'intolérance. Se réincarner est pour Ruatini un sacrifice. Il le fait pour se consacrer à faire revivre la culture de son peuple. Après la chute du rideau, les deux héros reviennent sur scène et on assiste à une mise en abîme. La fée de l'eau annonce l'écriture de la pièce en évoquant un scribe éclairé qui peut-être un jour saura raconter notre histoire. Et évidemment, ce scribe, c'est Jean-Marc Terek-Toitini-Pambrin. Enfin, cette pièce illustre le désir de l'auteur de faire dialoguer toutes les cultures. Cette pièce ne fut jouée qu'une seule fois à Moorea, sur la plage du Pineapple Beach de Ronalsage, le 22 juin 2002. J'y étais, car il avait été interdit à Jean-Marc de représenter sa pièce à la Maison de la Culture, où il était indésirable pour des raisons politiques à l'époque. Bon, deuxième pièce, donc Les Parfums du Silence. Alors, parue d'abord sous le pseudonyme d'Étienne Aouroa, dans l'espoir que la pièce puisse être représentée. Puis deuxième édition en 2004, sous le vrai nom de Jean-Marc Terek-Toitini-Pambrin. Elle avait été primée sous le pseudonyme d'ailleurs. Très différente de La Nuit des Bouches Bleues, cette pièce en 3 actes est un épilogue, écrite en prose et tout à fait réaliste et s'inspire de faits et de témoignages, même si c'est une fiction. Elle a été écrite en 2002, à l'occasion du centenaire de la mort de Gauguin en 2003, et l'auteur a fait 6 mois de recherche pour rédiger sa pièce, les écrits de Gauguin et tous les écrits qu'il a pu trouver qui parlent de séjour de Gauguin en Marquise. Elle a pour but, certes, de rendre hommage aux peintres, mais avant tout, comme l'auteur le dit, aux Marquisiens et à leur combat pour leur culture. On peut penser d'ailleurs, à l'époque, en 2002, Lucien Chimédété était encore en vie, et lui et son groupe avaient vraiment apporté énormément à la culture marquisienne. C'est donc un hommage. Alors, il y a 8 personnages, et ce sont 8 marquisiens, 5 hommes et 3 femmes, et ce sont eux, les marquisiens, qui vont évoquer Coquet, Gauguin, qui vient de mourir, et il n'est évoqué que par leur intermédiaire, ainsi que tous les autres personnages qui participent à l'action, le pasteur, l'évêque, et puis Copeau, divers moines et gendarmes, les amis de Gauguin ou d'autres marquisiens dont on parle. L'auteur, quant à lui, qui admirait le peintre mais avait une vision moins positive de l'homme, ne cherche pas du tout à exprimer la moindre opinion personnelle. La parole est aux marquisiens. Donc Gauguin vient de mourir. Sous-titre de la pièce, 2e édition, Gauguin est mort. Tout se passe entre l'annonce de sa mort et le soir de son enterrement. Le dilemme qui sert de conducteur à la pièce est le désaccord entre l'évêque et les marquisiens soutenus par le pasteur. L'évêque, bien qu'il déteste Gauguin, veut le faire enterrer dans le cimetière catholique, les autres dans un lieu plus neutre. Et finalement, le corps de Gauguin est emmené en cachette devant l'église et enterré comme le souhaitait l'épiscopat, mais sans cérémonie, même pas une messe. Donc peu d'action, mais de nombreuses discussions entre les différents personnages qui veillent devant la maison de Coquet et se succèdent. Ils évoquent bien sûr Coquet, mais parlent aussi, beaucoup d'eux-mêmes, les méfaits de la colonisation, la souffrance qu'ils ressentent d'être privés de leur culture et même de leur terre. Les méfaits, toutes les restrictions et punitions infligées par l'Église et la justice coloniale sont détaillées,
Il est question de l'impôt injuste, de la déstructuration de la société qui a favorisé au début de la colonisation des conflits entre les tribus et même du cannibalisme. 3 des 5 hommes sont proches de Koké. Tioka, son voisin, avec qui il a échangé son nom et qui le considère comme son frère et comme un guide pour la culture. Haapwani, le sorcier, qui admire le soutien que Gauguin apporte à sa culture et pousse l'amitié jusqu'à tolérer que sa compagne soit aussi la maîtresse de Koké. Kawi, son cuisinier, qui apprécie l'aide que Koké apporte aux autochtones, qu'il défend contre les divers abus qu'ils subissent. Entre autres, il leur dit de ne pas payer l'impôt. Timo, adolescent, fils adoptif de Tioka, semble peu concerné par Koké et par la culture marquisienne, mais il change à la fin. Seul Mata Hava, fervent catholique endoctriné par l'évêque, bien qu'il soit le jardinier de Koké, porte sur lui un jugement négatif. Il est même persuadé qu'il est possédé. Les 3 femmes ont toutes été à divers moments les compagnes ou maîtresses passagères de Gauguin, et 2 d'entre elles, ses modèles, s'entendent très bien. Elles sont très différentes, ce qui permet à l'auteur de présenter les femmes polynésiennes, ici en l'occurrence marquisiennes, sous divers aspects, et surtout sous un jour bien différent que dans les écrits de la période coloniale. Marie-Rose, très jeune fille, elle a connu Gauguin à 14 ans, et a une petite fille de lui, il l'a renvoyée chez ses parents, l'aime malgré tout d'un amour profond, et se désole de sa mort. Elle est l'inverse de la polynésienne frivole, incapable d'aimer. Toho Tawa, fille de Kawi, est une jeune femme intelligente, très lucide, qui mène sa vie avec liberté, bien qu'il soit très attaché à son compagnon Haopwani. Quant à Henriette, maîtresse femme au verbe haut, elle est redoutée par tous les hommes et mène sa vie comme elle l'entend. Nul ne sait de qui est l'enfant dont elle va bientôt accoucher. Est-ce son mari, diacre catholique, l'épiscopo débauché, dont elle fut une des maîtresses, ou Koké? En fait, la pièce se déroule sur le ton de la conversation, avec beaucoup de rire par moments, malgré le contexte, l'amour de Gauguin, et la gaieté fondamentale du peuple marquisien ressort, même si Haopwani évoque aussi parfois le désespoir que ressentent les autochtones à être privés d'eux-mêmes, mis sous tutelle et dévastés par les maladies venues de l'étranger. Les propos des marquisiens dressent un portrait à charge de l'évêque, débauché, qui a volé des terres aux autochtones et enseigne une religion rigide et punitive, ainsi que certains gendarmes corrompus et incapables de respect envers les autochtones. Le pasteur, par contre, apparaît comme un homme ouvert et en dialogue avec les habitants, ainsi qu'un des gendarmes. Les rapports à la religion des 8 marquisiens montrent qu'ils ont embrassé la foi catholique ou protestante, non par conviction profonde, mais pour des raisons diverses. Et ils restent, à part Matahava, attachés à leurs anciennes croyances et surtout à leur culture. Certains d'entre eux, comme Haopwani ou Tioka, luttent pour maintenir leur culture en vie. Tioka et Haopwani sont d'ailleurs persuadés que l'âme de Koké, qui a quitté son corps, est partie dans le puits et reviendra pour être accueillie par les dieux et conduite au paradis polynésien bien sûr, car il a soutenu la culture marquisienne et a vénéré les tikis. L'homme Gauguin apparaît comme en empathie avec les autochtones, généreux, toujours prêt à les défendre, et à part Matahava, il ne porte pas de jugement négatif, même sur ses relations avec les femmes. Il a quand même abandonné Marie-Rose et sa petite fille, qu'il n'a pas reconnue. Ceux et celles qui ont posé pour lui sont heureux d'avoir été ses modèles, et tous admirent ses talents de sculpteur. Alors, comme dans La Nuit des Bouches Bleues, la pièce se termine par un message d'espoir, puisque Tioka, dans l'épilogue, alors qu'il revient du cimetière, dit en l'honneur de Koké une prière qui se transforme en haka, et que le jeune Timo, son fils adoptif, qui avait tendance à adopter des mœurs des étrangers, jette dans le puits sa bouteille de vin, qui symbolise ce lien avec les étrangers, et va devenir, comme le lui a prédit Haopwani, un défenseur de la culture marquisienne. C'est la relève de la jeunesse. Comme Haopwani, il deviendra un guerrier, mais un guerrier sans armes, je cite, « Nous devons nous battre avec notre esprit pour que notre peuple et notre mémoire demeurent », disait Haopwani. Et une fois de plus, s'affirme la tolérance et le goût de faire dialoguer les cultures de l'auteur, puisque Haopwani déclare à Timo qui exprime son éblouissement devant la beauté de la nature et ses parfums, qu'il doit connaître tous les parfums de la terre, pas seulement ceux de la terre des hommes, mais aussi ceux de la terre des étrangers. Cruel destin une deuxième fois pour cette pièce. Elle avait été montée avec des acteurs marquisiens à Atuona aux Marquises par Julien Gay. Elle devait être présentée à Atuona, mais l'Église catholique
a été scandalisée par le portrait qui est fait de l'évêque et de l'église de l'époque, et elle a demandé à la municipalité et au commissaire que la pièce ne soit pas jouée. Elle n'a pas été jouée, et lorsqu'il fut question qu'elle soit produite à la Maison de la Culture, le metteur en scène a essuyé un refus. Tout le monde avait compris que l'auteur n'était pas Étienne Arourois, mais Jean-Marc Térétoitini-Pambrin. Alors la lecture, édition Le Moto 2009, là la période a changé, la pièce n'a pas été jouée non plus, mais pour des raisons très diverses, car en fait elle a été écrite seulement 1 an et demi avant le décès de Jean-Marc Térétoitini-Pambrin, le 12 février 2011. Cette pièce en 3 actes est nommée par l'auteur une fable théâtrale. Elle a 2 buts principaux: réhabiliter l'image de la femme polynésienne et faire réfléchir le public sur le rôle des auteurs ou peintres qui peuvent exercer leur pouvoir de façon toute puissante, mais aussi parfois malhonnête dans leur création littéraire ou picturale. En effet, la pièce évoque un roman, mais aussi un tableau qui est exposé sur la scène de théâtre derrière la lectrice, qui lit des extraits d'un roman colonial censé avoir été écrit par un certain Pierre-Emmanuel Bataille, qui s'appelle en fait Henri. Et cet Henri est aussi l'auteur du tableau, nommé comme celui de Gauguin, La femme à l'éventail, même titre que le roman. Mais le tableau qui est représenté sous la couverture n'est pas du tout de Gauguin, il est de Jean-Luc Bousquet. En fait, le texte écrit en prose est un pastiche d'extrait d'un roman colonial, écrit par l'auteur, non pas Henri, mais Jean-Marc Térétoitini-Pambrin, mais la lecture est sans cesse interrompue. Et les répliques entre les 3 protagonistes sont en alexandrin, en rimes tantôt suivies, tantôt croisées, puis embrassées, qui emprisonnent, ça a été la volonté de l'auteur, il le dit, la parole des personnages et symbolise la toute-puissance de l'auteur, avec laquelle ni les personnages ni les comédiens ne peuvent rivaliser. Les personnages sont Marion, la lectrice, sans cesse interrompue, l'évadé, un homme en quête de son identité qui prétend être le personnage du narrateur dans le roman, appelé à la vie par la lecture et qui ne connaît même pas son nom, et Maïté, une jeune Polynésienne sortie du tableau qui la représente, qui vient rectifier les contre-vérités du texte et affirmer son identité. En effet, elle a existé, et elle est aussi l'héroïne du roman, pas seulement du tableau, le personnage du tableau, qui offre de la jeune femme, amante et modèle du peintre et romancier, un portrait truffé des pires clichés sur la femme polynésienne. Belle mais peu expressive, le regard vide, je cite, capricieuse et bizarre. Et dans le texte, elle quitte son amant sans raison évoquée. Tout cela est faux, ainsi que les faits rapportés. Les 2 évadés vont se confronter dans une scène très drôle, basée sur un quiproquo, car l'auteur s'est très mal comporté avec Maïté. Elle l'a révélé à Marion auparavant. En fait, elle l'aimait, et il l'a dévalorisée, se moquait d'elle quand elle voulait apprendre à lire, et c'est lui qui l'a lâchement abandonnée quand il est parti, en lui brisant le cœur. Mais Henri, le faux auteur, ayant donné ses traits et sa voix à son personnage de narrateur, elle abreuve l'évadé de reproches, et ils en viennent aux mains. Il doit prouver qu'il n'est pas l'auteur ni le peintre. Il se retrouve à un moment donné coursé par les 2 femmes complices et cherche à en avoir la preuve par la présence ou l'absence d'un tatouage sur le postérieur. Elle vérifie. Comique de situation et de gestes, scène est très drôle. Après cette première mise en abîme, coup de tonnerre, les 3 personnages s'évanouissent et deuxième mise en abîme, quand ils se réveillent, ils ont du mal à se souvenir de ce qu'ils ont vécu et se rendent compte qu'ils sont des comédiens en répétition, qu'ils n'aiment pas du tout cette pièce et qu'ils veulent en changer la fin, mais qu'ils sont prisonniers du texte de l'auteur qui les fait parler en alexandrin, en rime embrassée. Et ils vitupèrent contre ce Pambrin, mais ne peuvent rien faire. Second coup de tonnerre, les personnages restent debout, tétanisés, mais redisent comme des automates. Tous les personnages sont captifs des écrits, fictifs ou bien réels, ils font ce qu'on leur dit. Enfin, ils disparaissent, on entend encore des voix, les comédiens au travail s'interpellent. Alors, cette pièce permet la réhabilitation de l'image de la femme polynésienne à travers celle de Maïté par elle-même, sur scène. Elle est belle, intelligente, sensible, capable d'aimer, mais aussi pleine d'énergie, et démolit les contre-vérités du roman. On peut avoir l'espoir que la dénonciation des comportements abusifs de certains auteurs les désactivera. Les auteurs sont donc appelés à la responsabilité. La spécificité du texte théâtral est envisagée, puisque les personnages fictifs ou inspirés du réel sont incarnés par des comédiens
qui ne doivent pas trahir le texte, même s'ils impriment ou essayent d'imprimer leur vision du personnage. Enfin, cette pièce, pleine de rebondissements, est très drôle. Conclusion des 3 pièces. Ces 3 pièces illustrent la variété et l'originalité de l'inspiration de Jean-Marc Thierry-Toitini-Pambrin et son talent de dramaturge. Et on constate que dans son théâtre, comme dans ses autres œuvres, l'auteur défend sa culture et son peuple, mais qu'il essaye aussi d'appeler les humains au dialogue interculturel à égalité. Il nous fait réfléchir sur la création littéraire et picturale et le rôle des créateurs. Bien, je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une très bonne fin de soirée et de découvrir ou de redécouvrir les pièces de Jean-Marc Thierry-Toitini-Pambrin et peut-être même de les voir bientôt sur scène. Peut-être qu'un metteur en scène éclairé se lancera dans cette aventure. Eh bien, merci Patricia. Bon, elle ne nous entend pas, mais elle sait qu'on pense à elle. Et donc, c'était vraiment très intéressant. On pourra poser des questions peut-être aux personnes qui ont vu ces pièces. On ne sait pas. Non, personne ne les a vues. Bien, mais alors, puisque tu es metteur en scène, Christine, on ne sait jamais. Alors voilà, c'est Christine Bennett, qui est une figure majeure du théâtre ici en Polynésie depuis des années et des années. Elle enseigne l'art dramatique et elle dirige le département théâtre au conservatoire depuis plus de 20 ans. Hein. Et elle y forme de jeunes comédiens. Non, Patricia, ça suffit maintenant. Et elle forme de jeunes comédiens à travers des projets ambitieux qui mêlent le théâtre, la musique et la danse, et même des vieux comédiens, puisque j'ai eu le plaisir de jouer avec toi. Son travail contribue activement à la vitalité culturelle de notre Polynésie française, puisque le théâtre est tellement important. Et donc, il y a de jeunes artistes qui peuvent effectivement se former et jouer. Tu es aussi directrice de la compagnie Théâtre de l'Aube, Teata Maruao. Ah, c'est ça, je ne me suis pas trompée. Et donc, elle a mis entre autres Taviroi et la loi, Le malentendu, et de Camus, que j'ai vu, que j'ai adoré. Et alors, en revanche, je n'ai pas vu la dernière, c'est Wiraroro, les visions du destin, de Martin Koeroli. Mais là, ce soir, tu vas nous présenter Taviroi et la loi de John Mairey, pour nous dire un petit peu comment ça s'est passé et nous parler de la quintessence de cette pièce. Ouais. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais la femme de John. Et donc, on a mis en scène, tous les deux, cette lourde pièce. Pardon. Cette lourde pièce sur laquelle il avait travaillé à peu près 29 ans. Voilà, c'est une pièce sur laquelle il est revenu, qu'il a laissé... parce qu'en fait, il trouvait que Tavi était un personnage mal défini, qu'il était un peu trop, peut-être, un couard, un lâche, et il avait envie de rétablir un peu son image. Donc, il a pris son temps. Entre-temps, on avait essayé dans les années 2002 de faire un casting et de jouer sur cette première bouture version. Et le casting n'a pas tenu le choc. Et attends, si je puis me permettre, c'est faire peut-être d'abord un résumé. Oui, je vais le faire. Je mets dans le contexte. Et donc, en 2012, on a travaillé et mis en scène finalement la bouture finale, dont je vais vous lire l'histoire. Je vais mettre mes lunettes, excusez-moi. Donc, c'est l'histoire de Taviroi et la loi, qui raconte sur le mode de la tragédie l'histoire d'un Ari de Tautira, qui vers 1630 fut malheureusement confronté à un système coutumier, inclinant définitivement le cours de son destin et celui de son amour, la belle Taurua. L'histoire se déroule au début du XVIIe siècle, vers 1630. Tavi Aurua, dit Tavi, à la ceinture de plumes écarlates, est le Ari de Tautira, district le plus puissant à l'époque de Tahiti. L'île est en paix grâce au règne de Tavi, reconnu pour sa justice et sa grande générosité.
Donc son épouse, Taurua, princesse de Itia, était la plus belle femme de Tahiti. Ce couple royal vivait heureux avec leur fils Taviaurua, appelé à régner à la place de son illustre père. De l'autre côté, dans le grand district de Papara, sur la côte du sud de Tahiti, vivait Tuiterei. Tuiterei, Ari célibataire, chose inhabituelle pour les coutumes de l'époque. Tuiterei, le fourbe amoureux, a décidé de posséder Taurua en demandant, comme la loi de ce temps le lui permettait, son prêt. Et rien ne sera plus comme avant. Donc vous imaginez Tavi, obligé de prêter sa femme à cet autre Ari, Tuiterei. Donc voilà en gros l'histoire. Alors je vais juste lire un passage de John, qui avait été interviewé. C'est un bébé qui a mis 29 ans à naître. En lisant Tahiti d'autrefois de Ben Danielson, j'ai découvert l'histoire de Tavi, grand chef de Tautira, racontée par Marao Taurua. J'ai appris en même temps qu'un Finlandais, Eino Koivistonen, avait écrit sur ce sujet une pièce intitulée Taurua, l'épouse de Tavi. Cette même année, une amie, Thea Hirschon, que certainement tout le monde connaît ici, me donna à lire la version en anglais de Taurua. Je voulais alors monter cette pièce en tahitien dans le cadre de mes activités au département recherche et création de l'OTAC. Mais en fait, je n'aimais pas vraiment cette histoire telle qu'elle était racontée par Marao Taurua et Eino Koivistonen. J'avais l'impression que Tavi passait pour un orgueilleux, voire un couard, et qu'il avait perdu son épouse, Taurua, au profit de Tuiterei, le chef de Papara. Et c'est parce qu'il a bien voulu la prêter, comme le stipulait la loi et les coutumes de cette époque. J'ai alors vainement cherché une autre version de cette histoire, vue et racontée par Tautira, et non plus par l'Eteva, comme Marao Taurua et sa mère Ari Tamai. J'ai décidé de réécrire cette histoire, mais en faisant de Tavi mon héros tragique, victime de la loi du prêt et de la fatalité, comme un héros des tragédies grecques. Une première version de Tavi, Roi et la loi, est sortie en 1998, puis une autre en 2003, que nous devions produire avec ma femme. Mais les deux comédiens principaux ont abandonné la partie. J'ai mis le projet au placard, tout en y revenant de temps à autre, cherchant à découvrir ce qui, à mes yeux, n'allait pas dans ce texte pour que je le laisse en stand-by de la sorte. J'ai tout repris à zéro en 2011, après un rendez-vous raté, celui de la cage aux folles que nous devions monter, mais on n'a pas eu les droits par Poiret. Quand nous nous sommes enfin décidés à monter Tavi, Roi et la loi en mars dernier, je n'étais toujours pas convaincue que c'était là mon texte définitif, mais avec des répétitions et le texte dans la bouche des acteurs, le texte a pris une autre réalité. Et je découvrais ma faille, dit John. C'était le rôle du grand prêtre, Mané Mané, que je devais étoffer. C'est cette version que nous avons retenue. Donc nous avons fait la mise en scène, John et moi, et nous avons ajouté des tableaux de danse par le groupe Taukura, et qu'on a chargé de travailler sur les chorégraphies. On a eu aussi Libor Prokop, qui est venu faire un travail absolument fabuleux au niveau des bruitages, des musiques, qui nous a accompagnés pendant toute la pièce. La pièce a duré 4 heures, 4 heures et demie. Donc c'était pas... voilà, il fallait quand même divertir un petit peu. Je sais pas, il y a des gens ici qui l'ont vu la pièce ? Toi ? Ok. Donc c'était une pièce, on avait un entracte en plein milieu et c'était vraiment une tragédie genre Shakespeare, avec vraiment beaucoup d'intensité dramatique, passionnelle, émotionnelle. Et pour monter cette pièce, il nous fallait de grands acteurs, non seulement de grands acteurs polynésiens, mais il nous fallait des gueules. Il nous fallait vraiment, pour pouvoir jouer Tuiterei, pour pouvoir jouer Taurua, les cheveux roux, épais comme ça, les yeux clairs, la peau claire, avec un tempérament de feu. Et on a eu énormément de mal. Et donc, John m'a dit, écoute, on va prendre des gens qui ont envie de travailler, des gens souvent issus du monde de la danse, et tu vas les former. Donc ça a été mon travail.
d'amener ces gens-là à une intensité émotionnelle très forte, en fait. C'était ça le but. Vraiment que cette tragédie nous prenne parce que ce destin est tellement tragique. Et cette passion amoureuse naissante, finalement, entre Taurua et Tuiterei qui va l'emprunter est tellement, j'allais dire, presque orgasmique. Il nous fallait des gens qui avaient vraiment... voilà. Donc moi, mon rôle, c'était de prendre des danseurs, un tout petit peu acteurs polynésiens, qui se rapprochaient le plus physiquement du rôle, et de les former à cette intensité dramatique. C'était ça vraiment notre gros challenge. Et on avait aussi d'autres challenges, comme la personnalité de John, que certains connaissent ici, et qui était extrêmement exigeant et difficile. Et c'était par contre très intéressant, comme tu l'as dit tout à l'heure, de travailler avec l'auteur, la même, et pouvoir discuter de tout au niveau de la mise en scène, revoir les textes. Et John, il avait ce truc fabuleux, c'est que comme il était acteur, les répliques en fait, étaient très faciles à jouer. Parce que en fait, c'était vraiment l'acteur qui se mettait à la place des personnages. Est-ce que ça va aller? Est-ce que le rythme... Et si je dis ça comme ça frappe plus, ça frappe moins? Comment est-ce qu'on va toucher plus les gens? Et on a beaucoup retravaillé ensemble. L'écriture, c'est lui. Hein. Je ne prends absolument aucun crédit pour l'écriture. Mais je crois qu'il a vraiment su mêler grande intensité dramatique, poésie et une très belle dramaturgie. Donc, donc voilà le casting. Alors là, vous voyez aussi Viri sur le côté. Alors Viri, il a joué le rôle du guerrier et il a, avec ses élèves, énormément contribué pour faire toutes sortes de figurations, mais de petits rôles. Et il a vraiment été un guerrier fabuleux, avec la fougue qu'on lui connaît et sa grosse personnalité. Il a fallu le former aussi, Ere Moana qui était ministre à l'époque. Et puis tout le casting, John évidemment, avec son postiche ici, etc. Moanaura qu'on reconnaît, etc. Voilà, donc c'était un gros morceau. On a essayé de l'envoyer, comme on dit ici, au Festival d'Avignon. Et c'était très lourd, en fait, parce qu'il y avait à peu près une quinzaine d'acteurs. Et déjà, il fallait trouver le financement pour pouvoir faire un voyage pareil. Et le format, quand on est arrivé au Festival Off, on s'est dit 1 heure, 3/4 d'heure, 1h15 max. Après, les gens ils s'enfuient, ils voient des spectacles toute la journée. Et John dit non, je n'enlèverai pas un mot, je n'enlèverai pas une respiration, pas une virgule de mon texte, comme il était, quoi. Et donc, du coup, ça n'a pas pu se faire. Ça aurait pu se faire dans la carrière, je ne sais plus comment s'appelle cette carrière, à Avignon. Je ne sais plus s'il y a quelqu'un qui connaît ici. Il y a une très belle carrière, on aurait pu faire vraiment cette belle pièce là-bas. Mais voilà, il aurait fallu monter des dossiers et tout ça. Et John n'était pas très patient. Et avec lui, il fallait que ça se fasse tout de suite ou alors il passait à autre chose, quoi. Donc voilà. Ça a été difficile. Les répétitions, comme tu disais tout à l'heure, très justement, ça a été très difficile parce que, déjà, le caractère de John, aussi le mien, hein, j'assume, j'ai aussi mon caractère et mes exigences, mais de demander autant à ces artistes, c'était vraiment, pour eux, c'était vraiment waouh, on les secouait comme des pruniers, quoi. On avait vraiment une urgence et on a eu la chance parce que Ere Moana nous a prêté le Grand Théâtre pendant quasiment 1 mois, tous les week-ends. Et ça, c'était août, début septembre. On a eu de la chance. Il aimait vraiment beaucoup la pièce, Ere Moana, et beaucoup John. Et donc, on a eu l'opportunité de jouer ça tous les soirs. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce qu'il l'a écrit en français? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas écrit en tahitien? On nous a beaucoup posé la question et on lui a certainement reproché. Et il a dit... je veux que les gens viennent voir ma pièce. Si je l'écris en tahitien,
on aura 3 pelés. On aura il y a combien 400, 700 places au Grand Théâtre. Et il avait déjà eu un écueil avec Macbeth, qu'il avait fait en tahitien. Et ben voilà, en fait, il y a un groupe de spectateurs intellectuels polynésiens qui vient et qui se régale. Mais enfin, je veux dire, c'est pas des pièces marrantes, quoi. Ce sont des tragédies. Et c'est vrai que je veux dire un truc simple, hein, le peuple polynésien n'est pas forcément au rendez-vous parce que c'est un peu hermétique, le langage est soutenu et donc il voulait au moins, il voulait toucher le plus possible de gens. Il voulait que les gens connaissent cette pièce au maximum. Et je peux vous dire que sur beaucoup de week-ends, on a fait venir des paroisses, des gens, des sanitos, des écoles, des associations pour remplir la salle, parce qu'on ne remplissait pas avec ta vie. Le texte est magnifique, c'est poignant, il se passe plein de choses, c'est pas un truc intello où on s'endort, mais pour autant, les gens n'étaient pas franchement au rendez-vous. On a eu, comme Wiroro, hein, on a eu beaucoup d'intellectuels, voilà, les premiers temps, les premières représentations. Mais bon, c'était pas Temanutane, quoi. C'était pas on vient rigoler, on remplit et on revient et on revient. C'était pas ça. Donc, il avait conscience de ça et c'est pour ça qu'il l'avait fait en français magnifiquement, comme il sait écrire. Et voilà. Et on l'a pas rejoué depuis parce que c'est vrai que c'était vraiment, on est ressorti de là épuisé. C'était très lourd à monter et comme tu l'as dit très justement, pas toujours facile avec les comédiens. Parce que pas professionnel, parce que voilà, on demande beaucoup, il faut venir tout le temps en répétition, ils ont une vie familiale et ceci et cela. Et pour eux, ils viennent un petit peu faire du théâtre comme ça. Mais pour nous, ça nous tenait tellement à cœur. On voulait vraiment qu'ils soient là tout le temps, qu'ils viennent, qu'ils soient là tout le temps et qu'ils bossent. Nous, on a une exigence de dingue par rapport à nous, mais les gens, ils n'ont pas forcément la même pour eux-mêmes. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors donc on pourra poser des questions tout à l'heure et on va terminer avec, sur les présentations bien sûr, avec Titawa Porcher qui est enseignante et chercheuse en littérature française et francophone à l'université et elle est spécialiste du XXe siècle, mais elle est passionnée d'Océanie et elle travaille particulièrement sur les littératures du Pacifique. Alors, elle a publié 2 pièces, Hina, Maui et compagnie, qui a été jouée, cette pièce, ainsi qui a reçu le prix Amopa des lycéens en 2019 et qui revisite l'un des plus célèbres mythes polynésiens, la légende du cocotier, revue et corrigée par Titawa. Et plus dernièrement, Oh Mai, qui fait revenir sur Terre le personnage historique de Mai, qui s'appelle Oh Mai, qu'on l'appelait Oh Mai parce qu'il disait le O, vous savez, ça veut dire là. Et donc c'est revu avec beaucoup d'humour, c'est très burlesque. J'ai eu le plaisir d'assister à la pièce et me suis régalée. J'espère qu'elle sera rejouée très bientôt. Et donc aujourd'hui, tu vas nous en dire plus sur ces 2 pièces. Yorana, merci pour cette invitation. Alors, j'ai un peu honte parce que c'est moi l'universitaire, j'ai pas préparé de texte, donc je vais juste vous parler de ces 2 pièces de théâtre. Alors peut-être d'abord Hina, Maui et compagnie. Donc l'idée, c'était de partir d'une des plus célèbres légendes, qui est la légende du cocotier, qui est un mythe en fait, hein, qui raconte la naissance du premier cocotier. Et donc c'est une légende moi qui m'a fascinée depuis toujours, que j'adore et qui m'a vraiment hanté toute mon enfance. Et donc j'ai voulu un peu dans la veine de ce que faisait Giraudoux ou Anouilh au XXe siècle, proposer une réécriture, réadapter donc cette légende. Alors je vous fais pas l'affront de vous raconter la légende, vous la connaissez? Tout le monde la connaît? Oui. Donc, voilà. Une petite piqûre de rappel. Allez, une petite piqûre de rappel. Donc, Hina est une déesse à la beauté sans pareil. Elle est fille du soleil et de la lune. Ses parents lui ont
ont promis comme époux le roi du lac de Vaihiria. Or, le soir de ses noces, Hina découvre que son époux n'est autre qu'une énorme anguille. Donc, elle s'enfuit, elle va trouver de l'aide auprès de Maui, donc le grand guerrier. Maui accepte de l'aider. Il prend un cheveu de Hina, il y accroche son hameçon mythique, et avec cet hameçon, donc, il attrape l'anguille. L'anguille donc est attrapée et avant de mourir, donc elle s'élève très haut dans les airs au-dessus de la mer et elle fait une prophétie en quelque sorte pour Hina et elle lui dit: Hina, tu es dégoûtée là pour l'instant, tu as peur, mais voilà, je prédis que tu prendras ma tête entre tes mains, que tu me regarderas dans les yeux et que tu m'embrasseras et que je serai toujours dans ta vie. Et donc Hina recule, bien sûr, épouvantée, pendant que Maui s'avance et lui coupe la tête. Maui remet à Hina la tête dans un paquet, dans un tapa, en lui disant que c'est un bien très précieux qu'il lui remet. Et donc Hina l'emporte, elle est censée le déposer dans son marais, ce qu'elle ne fera pas, puisqu'en fait, en chemin, elle s'arrête, elle se baigne, il fait chaud, et donc elle pose la tête, elle va se baigner. Et quand elle revient, elle découvre que la tête a bougé et que finalement, à la place de la tête, eh bien, il y a quelque chose qui bourgeonne, qui pousse, qui pousse, qui pousse, et qui sera en fait le premier cocotier. Quand, quelque temps plus tard, elle vient pour goûter aux fruits du cocotier, donc elle cueille une noix de coco, elle en enlève l'écorce et au moment de boire, elle s'arrête puisqu'elle voit donc dans la noix de coco les deux yeux et la bouche sur laquelle ses lèvres vont se poser pour boire à l'eau merveilleuse. Et donc finalement la prophétie s'est réalisée puisque l'anguille est là, hein, à travers cette noix de coco, l'anguille demeure et donc restera dans la vie de Hina. Donc c'est cette légende que j'ai voulu réadapter, dont j'ai voulu proposer une réécriture en me disant, bon, ben, et si Hina et Maui n'étaient pas des demi-dieux, mais des gens, des jeunes du 21e siècle qui s'envoient des Snapchats et qui se parlent au téléphone et qui, voilà, et qui interagissent, et si l'anguille, voilà, quel serait le rôle de l'anguille. Donc j'ai cherché à réécrire ce mythe dans un théâtre contemporain, burlesque et puis et comique, je le souhaite, puisque l'idée c'était vraiment d'écrire une pièce comique qui, au passage, nous donne une image de notre société actuelle, en fait, c'est-à-dire comme Valérie, les rapports humains, hein, les interactions entre les différentes générations. Bien sûr, une réflexion sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, notre utilisation du téléphone, notre capacité à communiquer, une réflexion sur l'amour, une réflexion sur le bonheur. Et donc, voilà, cette pièce a été vraiment un vecteur pour finalement réfléchir sur notre vie à tous au XXIe siècle. Alors, ce qu'il a fallu faire, c'est adapter, puisque les mythes sont aussi faits de symboles. Et donc, je n'ai pas voulu, par exemple, sur la scène, représenter un pouille. Il fallait qu'il y ait une anguille. Alors, comment est-ce que je n'allais pas représenter une anguille sur scène ? Ça aurait été un peu ridicule. Et donc, comme c'est un gros poisson, j'ai décidé d'en faire un homme d'affaires. Hein, j'ai pris les symboles de ces personnages. Maui, c'est le grand guerrier qui a domestiqué la lumière. Il a domestiqué le soleil puisqu'il a ralenti la course du soleil. Et donc, j'en ai fait un photographe, c'est-à-dire qu'il maîtrise la lumière. Et donc, voilà, il y a un certain nombre de symboles que j'ai utilisés. Je ne vais pas tous les dire parce qu'il y a quand même une fin qui a un coup de théâtre qui peut surprendre. Et donc, voilà, ça a été vraiment le travail de cette adaptation. J'ai eu la chance d'avoir le prix Amopa des lycéens en 2019. Donc, j'ai pas écrit pour un public en particulier, mais voilà, il se trouve que les lycéens
ont bien accroché avec cette pièce de théâtre, dont je me réjouis bien sûr. Et il y a eu donc une représentation sur le Paper Hero, donc à la Maison de la Culture. On n'a fait qu'une représentation, malheureusement. Mais bon, comme on était dehors et que le cadre était assez magique, au moment où Ta'aroa a pris la parole, parce qu'il y a le personnage de Ta'aroa dans la pièce, quand Ta'aroa prend la parole, il y a eu des éclairs. Bon, après, ça a été suivi de pluie, mais voilà, c'était aussi la beauté de travailler dans un cadre naturel. Donc voilà pour Hina. La deuxième pièce, donc, qui s'appelle Omai Omai, comme tu l'as dit, Martine, hein, va prendre pour objet ce personnage qui est assez fascinant, qui est un personnage historique, donc qui a vraiment existé, qu'on a appelé Omai et qui s'appelait Mai, puisque quand on lui posait la question hein, de comment il s'appelait, il disait Omai, comme les gens disaient Au Tahiti. Hein, c'est pour ça qu'on a appelé cette île Au Tahiti dans les récits de voyage. Et donc c'est ce personnage qui repart avec Cook et Furneaux lors du deuxième voyage de Cook, et qui va être en Europe. Il va être présenté à la cour d'Angleterre, donc à la cour du roi George. Il a eu un certain succès d'ailleurs en Angleterre. Il y a eu des chroniques qui racontaient la vie de Mike. Il assistait, il allait à l'opéra, il assistait au spectacle de la cour d'Angleterre. Il a même organisé un pique-nique à la tahitienne avec Lord Sandwich. Donc il a eu un certain succès, ce Mike. Et donc il est revenu, c'est le seul d'ailleurs, c'est le premier à être revenu vivant, puisque Aotearoa ou Tupaia sont morts en cours de route. Hein. Donc c'est le seul à être revenu vivant au bout de 2 ans. Et donc c'est ce personnage que je fais revenir dans le Tahiti du XXIe siècle. Alors Dieu lui a confié une mission. Les hommes sont devenus fous, donc il doit absolument délivrer un message aux hommes. Et donc, il est renvoyé sur Terre, à Tahiti, où il va rencontrer alors un jeune avec sa boombox à l'épaule, il va rencontrer une transgenre, il va rencontrer un banquier pressé, il va rencontrer une danseuse qui est tatouée, mais qui ne connaît pas sa langue et qui ne connaît pas le sens des tatouages. Et donc, il va rencontrer tout un tissu social qui est celui de notre 21e siècle, hein, de notre Tahiti et de notre papeete du 21e siècle. Et donc, c'est la confrontation entre le regard de cet homme qui est polynésien, c'est un Raromatai, et qui a quand même ses idées du 18e siècle. Hein. C'est la confrontation entre son regard et notre société actuelle. J'aime bien faire dialoguer le passé et le présent. C'est un petit peu le cas aussi pour Hina Maui et compagnie. Je trouve que c'est assez drôle aussi de s'imaginer, j'imagine qu'on a tous pensé à ça, de se dire et si quelqu'un du 18e revenait dans notre société actuelle, qu'est-ce qu'il dirait, comment est-ce qu'il verrait les choses? Et donc c'est un peu les visiteurs qui reviennent. Voilà, c'était ça qui était assez jubilatoire, c'était de montrer la confrontation entre les deux. Donc c'est une pièce qui a été jouée plusieurs fois en revanche. J'ai eu la chance d'avoir un comédien de grand talent pour jouer le rôle de Mai, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, qui est au premier rang et qui est Rehi Atepa. Et qui joue dans tous les tableaux. Donc c'est vraiment un rôle qui est lourd. Hein. Il faut avoir à la fois de la mémoire et puis il faut avoir de l'énergie pour jouer ce rôle. Et donc, alors c'est pareil, il y a 12 comédiens en scène. Donc on nous avait proposé aussi de faire le festival pas de Rochefort, d'Avignon, parce que Rochefort aussi, il en avait été question. Et on nous avait proposé même de filmer. L'équipe de Mai va jouer à Avignon, mais c'est tellement hors de prix, et puis il y a 12 comédiens sur scène, donc c'est vrai que ça aussi, ça a été un peu compliqué. Peut-être qu'en voyant et en discutant comme ça, peut-être qu'un des points communs de ce théâtre, justement, c'est le fait d'intégrer soit de l'art oratoire, soit de la danse, tous ces arts traditionnels au théâtre contemporain. Je me demande si ce n'est pas une des marques de fabrique de notre théâtre,
qui est justement de représenter cette espèce de spectacle total avec danse, orero, musique, art traditionnel au cœur du théâtre. Je me rends compte, alors je le sais parce que pour les autres pièces de théâtre, mais on s'en rend compte même avec ce qu'on a dit toutes les trois ce soir, et dans le théâtre de Jean-Marc Terei Tuatini Pambrin également. Voilà, merci. Eh bien, on peut remercier nos trois intervenantes. Je suppose que vous avez quand même pas mal de questions à leur poser. Alors, n'hésitez pas, même si on va passer le micro, même si ça ne sert pas à grand-chose, on ne vous entendra pas, mais ça sera dans la petite boîte après. Qui veut se lancer? Baïté? Oh, pitié, non, pas moi, pas moi. Bonsoir. Tu as dit tout à l'heure qu'aucune pièce de Jean-Marc n'avait été mise en scène. Il me semble bien que j'en ai vu une. Je ne sais plus laquelle. Non, pas en France, ici au petit... Le Bambou Noir, voilà. Voilà, ben, je voulais juste avoir cette confirmation parce que ça me... Il m'arrive de dire des grosses bêtises et j'assume. Non, mais non, c'est pas un procès, hein, mais c'est juste parce que j'ai cru me souvenir qu'il y en avait une qui avait été montée. Je ne sais plus en quelle année d'ailleurs. Oui. D'accord. Oui. Enfin, oui. Oh non, avant, parce que j'avais amené mes élèves et voilà, c'était comme avant 2022. Oui, peut-être juste avant les années 20. Ouais. Oui, et je l'ai lu effectivement, mais donc je vais tirer les oreilles à Patricia parce que moi je me suis fondée sur ce qu'elle a dit. Pardon, si je peux ajouter quelque chose. Ah oui. Voilà. Mais le Bambou Noir, oui. Oui. C'est ça, c'est un roman, c'est pour ça. C'est un roman. C'est un roman. C'est un roman, je l'ai lu. Ah oui. Oui. Bon, c'est bien, on va pas se battre. Ouf. Voilà. Non, mais c'est intéressant de se rendre compte que c'est un roman qui a été mis en scène et il y a des archives quelque part où c'est perdu dans des tiroirs. On ne sait pas. Non, ce n'est pas la trace que je cherche. Ma question est la suivante. Est-ce que ça a été filmé, conservé, gardé quelque part pour que ça ne soit pas perdu à tout jamais, quoi, hein? Parce que bon, la question reste ouverte, posée. Merci. Voilà. Voilà. Alors moi j'aurais une petite question pour Titawa, puisque c'est la pièce que j'ai vue dernièrement. Comment tu as procédé pour le casting? Alors, ça a été très simple. Les gens sont venus naturellement. J'avais fait un appel à casting justement à l'université. Et puis pour chaque rôle, j'ai pas tellement eu à faire jouer plusieurs comédiens puisque ils sont venus vraiment les uns après les autres. Ça s'est fait en toute fluidité et vraiment très très naturellement. Avec quand même le rôle de Maï qui était le rôle principal. Et puis il y a aussi, puisqu'il y a une partie qui se passe à la cour d'Angleterre, on a aussi donc une marquise, on a aussi un vicomte. Non, ça s'est fait vraiment très très naturellement. Des comédiens amateurs, toi alors par exemple qui jouait Maï, on peut lui passer le micro? Comment tu t'es retrouvé à jouer ce rôle et est-ce que tu avais déjà joué avant? Alors moi je m'attendais à aller au casting parce que c'était un casting Facebook et je me suis dit c'est la deuxième pièce de Titawa donc peut-être qu'il y aura du monde et donc je me suis rendu
en m'attendant à avoir du fight, tu vois. Et finalement, il n'y avait personne d'autre, donc c'est bien. Oui, donc il y avait que toi, c'est pour ça qu'elle t'a pris? Non. Alors, je tiens à signaler que Rehia est un étudiant brillant, qu'il a fait une formation de théâtre, donc il a une excellente formation en théâtre, et qu'il est maintenant dramaturge, puisqu'il vient d'écrire une pièce de théâtre dans laquelle je joue. Oui, on s'est rendu La boucle est bouclée. Voilà, bah non, enfin, et peut-être ce qui pouvait, ce qui pouvait poser difficulté pour Titao, en tout cas à l'époque, c'était il y avait beaucoup de textes, mais finalement on a mis beaucoup de mois à travailler la pièce, donc le texte il est venu facilement. Ouais. Mais tu avais déjà joué avant? Bah, juste pendant mes études, hein, mais ça restait encore. C'était vraiment ma première pièce où. Je faisais encore du théâtre au conservatoire avec Christine, où j'ai découvert en fait le théâtre au lycée et je suis revenu après ici. Tu avais joué des pièces déjà au conservatoire? Oui, oui, c'est ça. Mais c'était vraiment la première pièce où c'était limite un peu professionnel, quoi. Enfin, ça allait être présenté vraiment dans les théâtres et tout. Ça dépassait le cadre scolaire, on va dire. On peut en savoir plus sur la pièce Eh bien, la mienne, alors, ça... Ah. J'ai le livre. En plus, c'est bientôt, là, vas-y. Oui. Donc, ça s'intitule Rauti Emo Maitearu, les stigmates de la lune. Et j'ai rien préparé là. Hein. Bon, j'ai deux comédiens parmi nous ce soir. Donc, peut-être qu'ils vous en parleront un petit peu aussi. L'histoire, le pitch, c'est 5 orphelins qui grandissent dans un orphelinat à l'éducation austère et coloniale. Et donc, ils vont vouloir se réapproprier leurs racines, se reconnecter à leurs parents disparus. Et donc, parmi ces orphelins, il y a une jeune fille rebelle et mystérieuse qui aime s'enfuir dans les bois la nuit, où elle y entendrait les voix de ses parents disparus. Et donc, ces escapades, elles vont séduire les autres enfants qui vont vouloir aussi se reconnecter à leurs parents de cette manière. Et ça va créer en fait des tensions dans l'orphelinat où l'éducation est encore austère et sévère. Et l'histoire en fait de la pièce, elle commence avec l'arrivée de la nouvelle préceptrice qui va découvrir ce cadre et va vouloir tenter de percer le mystère de la jeune Marie. Voilà. Et si vous avez envie de voir la pièce, elle devrait être jouée pour le Salon du Livre. Donc c'est le vendredi 17, c'est ça? Non, c'est le jeudi 16 octobre. Jeudi 16 octobre, ok, pardon. Et ça sera au Petit Théâtre. On l'a déjà joué 2 fois. On a eu la chance de pouvoir la jouer 2 fois en avril. Et j'ai été... Oui. Ah. Et j'ai vraiment été gâté pour cette première pièce parce que des comédiens, on avait de tous acabits, il y avait vraiment des comédiens pas encore très connus, des très connus comme Minos. Tuariki aussi, il se fait son petit nom petit à petit en tant que orero, musicien. Et on avait des nouvelles têtes. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que chaque comédien était à la hauteur il n'y avait pas de comédien qui mangeait les autres. C'était vraiment une harmonie. Et tant en termes surtout en termes de talent, en fait. Que tu sois un grand comédien ou un nouveau débutant, ils ont vraiment été tous... j'ai été gâté, quoi. C'était tous à la hauteur. Oui, il y avait Tepa aussi. Et, on a vraiment de tout et c'était beau d'avoir pu représenter ça. Et est-ce que c'est pas compliqué d'être à la fois dramaturge, comédien et metteur en scène? On m'a dit que j'allais peut-être devenir un peu schizophrène. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot approprié. Mais non, finalement, je n'ai pas eu trop de problèmes hein, parce que je dialoguais beaucoup avec moi-même et ça va. Sans problème. Mais il ne joue pas dans sa pièce. Hein, il ne joue pas dans sa pièce, oui. Oui.
Mais comme Christine l'a dit, c'est pour John, par exemple, qui était aussi un grand acteur à la base. Donc, dans l'écriture, ça marchait beaucoup, ce glissement de la comédie, de l'interprétation à l'écriture. Donc, on retrouve ces constantes, quoi, où il faut pas cloisonner, quoi. C'est pas parce qu'on est acteur qu'on peut pas écrire, qu'on peut pas mettre en scène. Donc là aussi, c'était un défi pour moi de mettre en scène une équipe. Et finalement, j'ai pas eu de récalcitrant. Ils ont vraiment été professionnels, même si on n'en a pas le titre, quoi. Donc, on vous donne déjà rendez-vous le 16 octobre. Les places, ça se trouve où? Donc, on a la chance là, que ce soit gratuit. Ah bon, il va y avoir plus de monde alors. Oui, donc il faudra se bousculer et il faut envoyer un mail en fait. Il faut envoyer un mail à la gestion du salon du livre pour pouvoir réserver sa place ce soir-là. Voilà. Oui, je crois que c'est le samedi qui a en fait une scolaire. Non, Non, c'était prévu. On voulait en faire, mais c'est la disponibilité en fait des personnes, des acteurs. Parce qu'il y en a qui travaillent en journée, donc c'est pas évident. Et puis il y en a qui manqueraient des cours, donc. Oh, quel dommage! Non. Hein. Je suppose que ça vous donne peut-être envie de poser d'autres questions. Quelqu'un a des questions? Voici, là-bas, la demoiselle en jaune. Yorana, j'avais deux questions. La première, c'est adressée même... je voulais rebondir sur la marque de fabrique dont Titawa avait parlé. C'est comment est-ce qu'on pourrait caractériser le théâtre polynésien? Est-ce qu'on a au moins deux critères qui pourraient caractériser le théâtre polynésien? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est... j'entends parmi vos témoignages qu'il y a beaucoup de paramètres assez compliqués, voire qui mènent à démoraliser un peu, à monter une pièce de théâtre, vu les pièces qui ont été abandonnées, les censures qui ont été vécues aussi. Quel serait votre message pour pouvoir pas régler ce problème, mais essayer de donner une solution ou un message d'espoir? Je vois qu'en apprenant ce soir qu'on a un dramaturge en herbe, donc ça donne espoir, mais voilà, comment est-ce qu'on pourrait donner espoir? Voilà. Merci. Merci pour la question. Je commence, après bien sûr je laisse la parole aux autres. Parce que je crois qu'il y a un vrai engouement du théâtre ces dernières années. Plus ça va et plus Rehia en est la preuve, hein, c'est-à-dire qu'on se réapproprie le théâtre. Moi, il y a une quinzaine d'années, quand à l'université je parlais théâtre, les étudiants pensaient tout de suite à Molière, ou ils pensaient tout de suite au classique, à Marivaux. Et plus ça va, et plus on commence à se dire, j'aime beaucoup Molière et Marivaux, hein, entendons-nous bien, mais je leur disais, mais attendez, ici, vous faites du théâtre, il y a du théâtre au Heiva, le Orero, c'est dans sa dimension performative, c'est du théâtre, et je m'occupe de l'atelier théâtre de l'université, et je me rends compte que même les plus timides, au bout d'un semestre, ils sont hyper doués pour le théâtre, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Donc bien sûr qu'il y a un message d'espoir. Concernant la première question, il y a, alors, au niveau des thématiques, il y a un théâtre océanien, il y a un théâtre polynésien au niveau des thématiques qui est souvent lié à la réappropriation d'un patrimoine, à la question identitaire, la question de la terre, par exemple, la question avec Taviroa, les questions des lois ancestrales, que ce soit des personnages historiques ou que ce soit la réappropriation d'un mythe. On voit que c'est ce terreau, hein, que c'est ce patrimoine-là qui va être mis en scène. Je pense à Rehia aussi et ses questionnements aussi sur la langue, par exemple. Donc, on a vraiment on a un théâtre qui est riche et qui pose beaucoup de questions et qui au centre de ces questionnements, il y a vraiment ce patrimoine.
Et peut-être le deuxième critère, s'il faut en donner deux, eh ben c'est vraiment celui-là, c'est-à-dire qu'on se réapproprie des formes traditionnelles et on les met sur scène. C'est-à-dire, on va avoir un orero, on va avoir des chants, par exemple dans le théâtre de Rihia, on entend des chants, il y a de la danse, dans le théâtre de Valérie ou dans le théâtre de John ou dans le théâtre de Jean-Marc Pambrin, on va avoir aussi l'idée de faire entendre aussi la langue, faire entendre les arts traditionnels, les rituels, les chansons au théâtre. Donc c'est vraiment un théâtre qui est vivant. Voilà, je laisse la parole pour les autres. Moi, j'aimerais avoir l'avis de Gaëtan. L'écriture, c'est quelque chose qui se travaille, mais c'est aussi à l'issue de beaucoup de lectures, d'avoir regardé beaucoup de pièces, de savoir ce que c'est que le tempo, le rythme, comment on écrit l'ouverture d'une pièce, comment on conclut une pièce et les étapes avec quel rythme, vivacité il faut tenir en haleine en fait le public. Et c'est vraiment une forme, je trouve, qui s'apprend. Alors on peut dire, bah oui, mais tout le monde peut s'essayer. Oui, tout le monde peut s'essayer. Mais si on veut une belle pièce, avec un bon niveau d'écriture, c'est-à-dire que si on écrit, c'est qu'on a quelque chose à proposer, à dire en réflexion aux autres. Moi, je fais partie de ces gens qui disent que ça s'apprend. Et que si on ne lit pas, si on ne va pas au théâtre, ça devient très difficile d'imaginer ce que ça peut être le théâtre. Je ne sais pas ce que Madame Racine elle en pense, mais je trouve que... Gaëtan, tu as un avis là-dessus ? Passez un micro à Gaëtan. D'abord, je pense que Titawa a raison quand elle pense que du côté de la réception des pièces, il y a quelque chose qui se passe et il y a davantage d'engouement et d'intérêt pour le théâtre. Je pense depuis 20 ans, je ne saurais pas l'expliquer, c'est impossible de dire pourquoi, mais ce qui est certain, c'est que quelques réussites et quelques rencontres permettent de l'acter. Maintenant, ta position, c'est-à-dire on ne peut pas écrire du théâtre Non, tout le monde peut écrire. Tout le monde peut écrire, mais je pense qu'une pièce... Tu veux dire une pièce avec le rythme réussie, oui, c'est une technique d'écriture, ça s'apprend. Et pour écrire des pièces de théâtre, il faut en avoir lu beaucoup. Il faut en avoir vu. Ou vu beaucoup. Ou vu beaucoup. Et moi, je pense qu'il faut en avoir vu beaucoup plus que lu beaucoup. Ben, les mots, tout ça, ça se travaille. Les tournures et tout. Je pense qu'il faut avoir un œil quand même, un œil curieux là-dessus, sur l'écriture. Après, ça dépend ce qu'on veut écrire. Ça dépend, voilà, si on veut écrire une petite pièce marrante qui va faire rire tout le monde et on est juste sur des... je sais pas, des problèmes de couple, de société très simples, etc. Donc ça, on peut être sur quelque chose de plus populaire. Mais si on veut, je sais pas, je pense à Henri Hiro, des gens comme ça, si on veut écrire et rester dans l'histoire, je pense qu'il faut passer par un apprentissage. Il faut lire les grands auteurs. John lisait énormément les grands auteurs. Et... moi, mes élèves, par exemple, je leur dis, mais vous ne pourrez pas comprendre le théâtre si vous ne lisez jamais une seule pièce en entier. Parce que, ah, madame, on voit sur YouTube, c'est bon, on a vu. Mais ce n'est pas pareil de lire, de voir. Ce n'est pas pareil d'étudier comment ça a été écrit, les mots qui ont été choisis. Moi, je pense que quand on a envie de s'y mettre, il faut s'y mettre, mais je pense qu'il faut apprendre. Alors, on peut être un autodidacte, hein, c'est pas un problème. On n'est pas obligé d'aller, excuse-moi, Titawa, à l'université forcément pendant des années, mais je pense que ça s'apprend et que le rythme d'une pièce, si on veut une pièce bien ficelée, qui ennuie personne, avec des super rebondissements et bien écrite, et qu'on veut apprendre quelque chose aux gens, ou qu'on veut les toucher ou les sensibiliser, il y a l'art et la manière, et plus la forme est recherchée et poétique, étoffée, plus plus on a plaisir à aller regarder le spectacle, je trouve. Moi, c'est mon avis, mais bon.
La pièce du jeune Rehia, elle est très poétique. Bon, bonsoir. Je voulais... sur l'écriture, justement, tu m'étonnes un petit peu parce que, quelque part, actuellement, il y a plein de formes d'écriture. Et puis, si on parle du théâtre de l'absurde, si on parle... Il y a tellement de formes qu'effectivement, on ne va pas les arrêter, ces formes. Enfin, je suppose. Donc là, tu m'étonnes un petit peu en me disant, faut lire. Non, je crois qu'il faut inventer aussi. D'accord? Et puis, la deuxième chose que... Alors là... Enfin, vas-y. Mais voilà, ni pêche, mais le bas, oui. Et ce que je voulais poser comme question là ce soir, c'est que justement on va dire dans l'écriture et dans les spectacles qu'on voit actuellement et depuis 11 ans, hein, puisque c'est ou 13 ans maintenant, tu as quand même Pinéné. Et alors Pinéné, pourquoi ils sont pas là? Moi, j'ai pas suivi le film ou alors j'ai pas. Parce que justement, ils ont une écriture qui se sert justement de la danse, de la musique. On adapte Barbara sur autre chose. Enfin, tu vois, l'Aigle Noir qui est passé. Je me souviens d'un spectacle de Pinéné et je trouvais ça très très intéressant. En plus, il y a des jeux entre les interlangues, hein, ça n'arrête pas puisque c'est en réo-tahiti et en français. Enfin, je sais pas, il y aura peut-être encore d'autres langues. Manque peut-être le chinois, j'en sais rien. Mais voilà, je me pose la question puisque effectivement, pour moi, Pinéné est très représentatif de la société d'ici. Enfin, j'en sais rien. Oui, et en citant justement les auteurs polynésiens, j'avais oublié de citer Jimmy Lee. Jimmy Lee également avait écrit des pièces de théâtre, effectivement. Oui, et pour revenir à ce que Christine disait tantôt, lorsqu'on a de la sensibilité et qu'on a un message à donner, donc après, les formes varient. Soit on adopte une forme poétique ou une forme de théâtre, forme théâtrale. Mais c'est le message qui est important. Ensuite, dans la forme théâtrale, le texte théâtral demande forcément une double énonciation parce qu'il faut penser au personnage et penser à comment va prendre le public. Est-ce qu'il faut adopter un genre comique, tragique, voilà. Et donc la dramatisation du texte dépendra de la lecture après du metteur en scène et des comédiens, comment ils vont à leur tour intégrer le texte et de par leur sensibilité propre, jouer et vivre le texte théâtral. Mais le but, c'est d'avoir un message. Au départ, quel message veut-on donner? Et le texte, en fait, théâtral, ce qui est fabuleux dans les textes théâtrales, c'est que ce qu'on a écrit, à la fin, c'est ce que les acteurs auront produit, c'est-à-dire un nouveau texte vivant. Voilà, c'est ça qui est formidable dans le théâtre. C'est un texte qui n'est pas figé. Voilà. Et c'est formidable le théâtre pour ça. Ouais. Et je remercie tous les auteurs, tous les dramaturges ici présents et les futurs dramaturges. C'est ça la culture vivante et c'est aussi ça notre Polynésie de demain. Oui. Merci, oui Valérie, je suis vraiment d'accord avec toi. Et je rajouterais, alors pour ceux qui ne connaissent pas hein, le Pinéné, c'est vraiment un spectacle qui a lieu tous les ans et qui s'appuie sur Literama Ori, qui est la revue littéraire, donc qui va publier des textes qui soient en français, tahitien, mangarévien, chinois, effectivement, anglais, espagnol, et donc qui sont soit des textes d'auteurs reconnus, chevronnés, soit des textes, soit ça peut être un apax, quelqu'un qui n'a jamais écrit et qui publie. Moi, j'ai des étudiants à moi qui ont publié dans Literama Ori et qui vont être mis en chair, en danse, dans une chorégraphie par Moana Ura Teheiura, et qui est effectivement un spectacle de très grande qualité. Je pense que Rehia et moi, on est vraiment aussi dans cette mouvance-là. Hein, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un spectacle qui doit être reconnu et connu parce qu'il est vraiment... là aussi, qui se sert vraiment du patrimoine. Et c'est vraiment intéressant aussi de voir que les textes, qui sont parfois de qualité inégale, hein, il faut bien le dire, les chorégraphies qui vont les représenter et qui vont leur rendre hommage sont absolument exceptionnelles. Ouais. D'ailleurs, il y a
Oui, c'est Pinain qui est en train de, ils sont en train de répéter. Moi, je voudrais insister sur la dimension que soulevait Christine, c'est-à-dire cette lecture, cette nécessité du théâtre d'avoir des modèles. Et je trouve que, et pour John et pour Jean-Marc, il y a un élément commun. C'est leur attention portée à la dimension tragique à l'origine du théâtre. Il n'y a pas de théâtre, autrement nous sommes du côté de représentations religieuses, les religions anciennes, les chants, les danses, etc. Le théâtre occidental, qui est la référence majeure des deux auteurs, est fondé sur cette conception tragique de l'existence humaine. Qu'est-ce que c'est que le tragique? Le tragique, c'est la lutte entre les anciens dieux et les nouveaux dieux. C'est ta vie. C'est ta vie. Et la leçon que John a héritée, c'est de la grande tradition du théâtre, c'est celle-là. C'est-à-dire le conflit entre les anciennes valeurs, les anciens dieux et les nouveaux dieux. Mais le cœur de la tragédie, c'est ce conflit, c'est cette déchirure qui accompagne depuis le IVe siècle grec, la tragédie grecque, Shakespeare, mais aussi le théâtre du 19e, l'opéra, Verdi et la grande tradition. C'est l'élément commun, c'est-à-dire reconnaître que le théâtre est d'abord cette interrogation que le spectateur, qui n'est pas le participant à une cérémonie religieuse du style ancien, mais qui est le regardant, le spectateur théâtral, c'est celui qui est mis en posture de écouter, réfléchir et prendre ensuite ta vie. C'est ça la grandeur de John, que j'ai toujours reconnu, que j'ai toujours également affirmé. C'est d'être cette créature des confluences diverses entre la culture traditionnelle occidentale et le monde polynésien. C'est ça l'intérêt de Jean-Marc Pambrun et de John Murray. Des hommes des confluences, des hommes des confins, et jamais une affirmation comme dans pas mal de soupes mythologiques, l'affirmation de la grandeur du Fénois, etc. Voilà, je crois qu'il faut affirmer cela. Les deux figures majeures de la culture depuis les années 70, Pambrun et John Murray, leur passion commune était la réflexion sur la grande tradition du théâtre. Merci, Ricardo. Alors moi, quand je vais au théâtre, j'aime bien rire, j'aime bien m'amuser. Le théâtre, c'est pas pour moi, pour recevoir systématiquement un message, pour réfléchir sur la colonisation, la tragédie grecque. J'aime bien la commedia dell'arte. J'aime beaucoup les pièces de boulevard. Et Mama Roro, j'aimais bien parce qu'au moins on rit. Ça correspond tout à fait à un public polynésien. Les Tahitiens aiment rire. Et moi, c'est ce théâtre qui m'intéresse. Moi, j'ai adoré Titawa en secrétaire de Dieu. Elle était très drôle. Et on y croyait.
mais elle était là pour nous charmer et puis finalement donner disons un ton moins sérieux, moins péremptoire. Moi, le théâtre d'idées m'ennuie souvent. Hein. Bon, moi, je pense à Claudel avec le soulier de satin qui dure pendant plusieurs jours. Hein. Et quelqu'un à la fin a dit « Heureusement qu'il n'y avait pas la paire. Voilà. » Pour le soulier de satin. Oui, non, mais bon, moi, le soulier de satin, je l'ai étudié. Ça m'a profondément ennuyée. J'en ai vu une petite partie, parce qu'après, je suis partie du théâtre. Non, pour moi, il ne faut pas oublier cette dimension du théâtre qui est là pour rire. Et pour faire rire. Et c'est très difficile. Hein, tout à l'heure, justement, on parlait de cette pièce de Jean Poiret que, justement, John Mayray voulait adapter. Hein, ça aurait très bien pu marcher. Ça fait rire tout le monde. Voilà, ça fait rire. Et c'est très, très difficile plutôt que de sortir des poncifs sur la colonisation, les terres qu'on a volées, etc. Enfin, bon. Dans Témanoutané, oui. C'était pas juste rire pour rire, hein. Il y avait une sacrée critique de l'époque politique. Ben oui, mais c'est bon. Alors c'est Molière est adapté, hein, il faut dire. Hein. Oui, c'est ça. Il faut rendre. Bon, mais il y avait du fond. Oui, mais enfin c'est quand même quelque chose. C'est une pièce qui a été, disons, adaptée d'abord par Michel de Chazeau au lycée Paul Gauguin. Voilà. Mais je voulais dire simplement que le théâtre qui fait rire, c'est très difficile à écrire. Voilà. Je suis vraiment d'accord avec toi, Eliane, et c'est vrai que, alors moi j'adore Pomera, j'adore ce théâtre-là aussi, et je rappellerai le Ridendo Mores Castigat, qui est en fait en riant, on peut aussi éduquer, hein, l'un n'empêche pas l'autre, on peut réfléchir en riant. Et les deux ne sont pas contradictoires. Hein, mais je suis d'accord, moi aussi j'aime le boulevard. Là, ça m'inquiétait un peu de voir cette façon de voir la Polynésie là, qui souffre, qui est là, qui a besoin de montrer ses racines et tout. Il y a des feuilles. Hein. Les feuilles, c'est joli. Hein, et c'est la vie. Voilà. Merci. J'ai été surpris qu'on ne parle pas justement de Mamaroro. Oui. Parce que je crois que c'était une des toutes premières pièces jouées. Et moi, je l'ai vu en 74, dans les premiers spectacles. J'ai encore en tête les rires de la salle, mais c'était fantastique. Et je crois que c'est quand même la première pièce qui a vraiment eu un succès fantastique. Elle a été jouée un peu partout, tout autour de l'île, etc. Tout à fait, oui. C'est de l'autodérision, peut-être, voilà, quelque part. Voilà. Oui, quelque part. Mais dans toutes les pièces drôles, en fait, il y a toujours des messages qui passent et on a beau rire et on sait très bien. Voilà. Et donc, le théâtre, sous toutes ses formes, de toute façon, trouve un public. Après, ça dépend aussi de l'état d'esprit dans lequel on est, de ce qu'on va chercher. C'est comme la lecture, ou la danse, ou le spectacle. On ne va pas tous les jours voir les mêmes spectacles. On lit pas tout. Enfin, moi, je sais que, par exemple, je suis très éclectique dans mes choix de lecture. Et dans les choix de spectacles et dans les choix de gens aussi que je fréquente, ce serait trop triste de se réserver un petit créneau. Donc, autant le théâtre peut être sous toutes ses formes, et autant les publics aussi. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est une intervention. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, Monsieur Lelu, concernant l'engouement pour le théâtre en Polynésie aujourd'hui. Hein, vous disiez peut-être d'où vient cet engouement. Alors, moi, j'ai une petite idée. Pour avoir enseigné le théâtre pendant 20 ans au lycée Lamennais, je pense qu'on doit beaucoup au monde de l'éducation, qui a favorisé la mise en place d'horaires pour l'enseignement de l'art dramatique. C'est une première chose. Et donc à Gauguin, à Oreille, enfin un peu partout. Voilà. Et puis il y a eu aussi le conservatoire. Et grâce à la compagnie du Caméléon, parce qu'à partir du moment où Caméléon a fait venir des spectacles d'ailleurs,
on a pu emmener nos élèves voir des spectacles de théâtre. Et c'est là que ça, je pense, influencé, enthousiasmé les élèves. Voilà, je pense que cet engouement date de ces 20 dernières années, hein, à peu près. Et c'est vraiment bien. Et voilà. Alors, si je puis dire, moi, je vais parler pour ma paroisse, puisque je faisais partie de la compagnie Champagne et que nous avons eu moult lycéens, collégiens, enfants qui sont venus voir nos pièces de théâtre. Alors, pour Noël, c'était des pièces plutôt pour les enfants, mais pour les collégiens et les lycéens, nous avons joué Shakespeare, Molière et Marivaux, et ça permettait aux enfants, quand ils sortaient, en disant « Ah, mais finalement, le théâtre, c'est bien !» Et ils se précipitaient ensuite dans les CDI pour aller lire les pièces de théâtre en s'apercevant que le théâtre, c'est vivant. Donc, on a eu l'occasion aussi d'avoir des comédiens polynésiens, des jeunes qui se sont aussi lancés, qui continuent à faire du théâtre. Et donc, merci. Moi, je suis très fière de ce qu'on a fait avec mes amis Catherine et Kili. On a bien travaillé avec aussi toute une troupe et aussi les enseignants qui venaient, parce que ce n'est pas toujours facile hein, de déplacer, il y a les transports, mais ça permettait après les enseignants de revoir après les pièces qui étaient faites et de travailler dessus. Alors, j'avais une dernière question pour Madame Gobret. Il s'agit de la langue. On entend que la langue peut être une barrière pour les auteurs, mais aussi pour les spectateurs. Moi, je voulais savoir, avec Matari, comment ça s'est passé pour l'écriture de la pièce en deux langues. Est-ce que ça a été difficile, surtout d'être fidèle à la première langue ou pas? Voilà ma question. Merci. Voilà, dans la traduction. Donc Valérie, on va te laisser conclure parce qu'évidemment, ils sont en train de me dire c'est dans... Voilà. Oui. Donc merci de pouvoir conclure rapidement parce que c'est un gros sujet. Oui, parce que Matari, c'était effectivement un grand chantier parce qu'il fallait trouver un metteur en scène. Et effectivement, j'avais pensé à John pour la mise en scène. Bon, il n'a pas pu être présent. Et donc, j'ai eu recours à Philippe Soufflet, qui était un grand amateur de théâtre également. Mais il a fallu effectivement être toujours à côté de lui pour la mise en scène. C'est-à-dire qu'on a dû collaborer parce qu'il ne comprenait pas du tout les tirades. Il y a la barrière de la langue et effectivement, notre manière à nous de faire le jeu théâtral, parce que c'est vrai que les Tahitiens n'ont pas la même conception de la mise en scène et le jeu théâtral qu'un metteur en scène. Voilà. Mais ce n'est pas impossible. Bien sûr que c'est faisable, mais c'est impossible n'est pas tahitien. Non, impossible n'est pas humain. Enfin, mais bon, ça a été un défi très, très intéressant. Mais c'est difficile de réitérer ce genre de projet. Et autant le faire en français finalement. Mais c'est dommage pour la langue parce que c'est vrai qu'en fait, en tant qu'enseignant de langue, on essaye de promouvoir la langue tahitienne. Mais on voit bien que lorsque le public ne réagit pas, c'est parce qu'il y a d'abord la compréhension qui n'est pas là. C'est dommage. Donc, on devrait penser à sous-titrer le théâtre aussi. C'est vrai qui va être sous-titré. Ils sont en cours de sous-titrage là. Et du coup, ah, ben c'est bien. Oui, j'écris en Réo Tahiti. Oui. Oui, c'est plus facile pour moi. Eh bien, je tiens à remercier nos intervenantes. Alors, Patricia, voilà. Valérie, Titawa, Christine, vraiment, grâce à votre talent, on en sait plus. Et merci le public qui a été au rendez-vous et qui a posé des questions. Et on se donne rendez-vous à la prochaine.
Oui, nous devons rendre les lieux.